Nul n'osait aborder le millionnaire, jusqu'au jour où le fils du mendiant essuya ses pleurs. Dans ce petit village de Provence, le nom de Nicolas Dubois était sur toutes les lèvres, il était l'architecte qui avait transformé une petite affaire de famille en un géant de la distribution alimentaire rayonnant sur toute la région de la Loire. Pourtant, ce jeudi après-midi, affalé sur un banc de pierre de la place du marché, il n'était qu'un homme au milieu de sa vie, brisé, pleurant seul. Son costume impeccable était maintenant chiffonné, et sa cravate, lâche, gisait sur son torse. Ce fut à cet instant précis qu'une menotte, fine et marquée par la poussière, toucha délicatement son visage trempé de larmes. « Il ne faut pas être triste, monsieur », dit une petite voix cristalline et tendre. Nicolas leva des yeux injectés de sang et aperçut un jeune garçon d'environ 5 ans, portant des habits modestes mais soignés, une chevelure châtain en désordre et de grands yeux emplis de curiosité. Le petit le contemplait avec une gravité déconcertante, comme s'il saisissait l'étendue de sa souffrance. « Mon papa dit toujours, quand je pleure, que le lendemain est toujours mieux », ajouta l'enfant, sa main toujours posée avec douceur sur la joue de l'homme d'affaires. Nicolas resta muet, ne sachant que faire. Des années s'étaient écoulées depuis la dernière fois que quelqu'un l'avait approché sans rien attendre en retour. Collaborateurs, partenaires, connaissances, tous se présentaient avec des projets, des demandes ou des compliments calculés. Mais ce garçon était là, uniquement pour offrir un peu de chaleur humaine. « Quel est ton nom » s'enquit Nicolas, essayant de masquer ses larmes avec le dos de sa main. « Je m'appelle Léo Martin, mais on m'appelle Léo. »« Et vous, monsieur ?» ?»« Nicolas. »« Je suis ravi de te rencontrer, Léo. » L'enfant esquissa un sourire et prit place près de lui sur le banc, ses petites jambes se balançant dans le vide. « Mon papa fait la sieste là-bas, sous l'arbre » indiqua-t-il en montrant un homme couché sur des morceaux de carton, à l'ombre d'un vieux chêne imposant. « Il dit qu'il doit reprendre des forces car il a beaucoup travaillé aujourd'hui. » Le regard de Nicolas suivit la direction pointée et il vit un homme d'environ 40 ans, maigre, mal rasé, aux vêtements usés. Même de loin, il était évident qu'il était sans domicile. « Vous vivez sur la place ? » ?»« On ne vit pas ici, on y vient de temps en temps. Papa prétend que ce chêne est un porte-bonheur, car il est si ancien qu'il a été le témoin de nombreuses joies. » La candeur du garçonnet ébranla quelque chose au fond de l'âme de Nicolas. Léo décrivait sa condition avec une simplicité désarmante, sans la moindre pointe d'amertume ou d'autocommisération. « Et ta maman ? Elle est où ?» Le petit baissa les yeux un court instant. « Elle nous a quittés quand j'étais tout petit. Mais papa prend bien soin de moi. Il sait lire et écrire et il m'apprend des tas de choses. » Une boule se forma dans la gorge de Nicolas. Il avait lui-même perdu sa famille 3 ans plus tôt dans un accident de la route. Son épouse, Valérie, et leur fille, Chloé, étaient allés faire des emplettes et n'étaient jamais rentrés. Depuis ce jour, il s'était barricadé derrière son travail, une obsession pour ne pas sombrer dans le chagrin. « As-tu faim, Léo ?» L'enfant marqua une pause avant de dire « un tout petit peu. »« Mais mon papa m'a promis qu'on mangerait ce soir, il va trouver de l'argent. » Cher auditeur, si cette histoire vous touche, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne. C'est un grand soutien pour nous qui débutons. Reprenons. Nicolas tira son portefeuille de sa veste et s'aperçut qu'il ne contenait que des billets de grande valeur. Il se leva, traversa la place jusqu'à un café du coin et commanda 2 croque-monsieur, 2 barquettes de frites et 2 jus de fruits. Lorsqu'il revint, Léo était en train de secouer doucement l'épaule de son père. « Papa, réveille-toi, le monsieur en costume nous a apporté à manger. » L'homme se mit sur son séant d'un bond, encore vaseux, et jeta un regard soupçonneux à Nicolas. « Ce n'était pas la peine, merci. Nous n'acceptons pas la charité, » articula-t-il avec une fierté intacte malgré sa misère. « Ce n'est pas de la charité, » assura Nicolas. « Votre fils m'a tenu compagnie alors que je passais un mauvais moment. Considérez cela comme un geste de gratitude. » Le père de Léo l'examina pendant quelques secondes, son regard balayant le costume de luxe, la montre de prix et l'assurance de l'homme puissant. Stéphane Lambert, se présenta-t-il en tendant la main. Et vous avez fait la connaissance de mon garçon. Nicolas Dubois. En se saluant, Nicolas fut frappé par la poignée de main ferme de Stéphane et par ses mains qui, bien que calleuses, étaient impeccables. « Je peux manger, papa ?» demanda Léo, les yeux rivés sur les sandwichs chauds. « Vas-y, mon grand. » Tandis qu'il mangeait, Nicolas observait la dynamique entre le père et le fils. Stéphane s'assurait que Léo se serve en premier et prenne la meilleure part, constamment à l'écoute de ses moindres besoins.
leur affection mutuelle était évidente. Pardonnez ma curiosité. Mais comment en êtes-vous arrivé? Nicolas laissa sa phrase en suspens, craignant de paraître indiscret. À la rue, acheva Stéphane sans la moindre gêne. L'histoire est longue. J'étais enseignant à l'université, croyez-le ou non. Vous enseignez quelle matière? L'histoire. J'étais maître de conférence à l'université de Lyon. J'avais une existence confortable, un appartement, une voiture. Puis tout s'est écroulé. Nicolas attendit qu'il poursuive, mais Stéphane se contenta d'ajouter « On préfère ne pas ressasser le passé. L'essentiel, c'est d'être ensemble et de continuer à avancer. » Pendant l'heure qui suivit, ils conversèrent de tout et de rien. Nicolas fut stupéfait par la vivacité d'esprit de Léo et l'érudition de Stéphane. L'enfant effectuait des calculs mentaux simples et connaissait les capitales de plusieurs pays. Stéphane, lui, citait des auteurs classiques, des faits historiques et analysait même la conjoncture économique avec une grande pertinence. Au crépuscule, Nicolas prit congé. Le trajet vers sa belle maison de maître en Touraine, froide et silencieuse, fut hanté par l'image de ce père et de ce fils. Le lendemain matin, un vendredi, Nicolas se réveilla bien avant son heure habituelle. Pour la première fois depuis des lustres, il avait dormi d'un sommeil profond sans l'aide de médicaments. Il ne s'était pas senti aussi vivant depuis une éternité. Toute la matinée, pendant la réunion au bureau, son esprit vagabondait vers la place du marché. Stéphane et Léo y étaient-ils encore? Avaient-ils trouvé un abri pour la nuit? Monsieur Dubois. La voix de son assistante, Monique Dupont, une femme d'une soixantaine d'années qui était à ses côtés depuis plus d'une décennie, le tira de ses pensées. Oui, Monique? Tout va bien? Vous avez l'air différent, aujourd'hui. Nicolas balaya la salle de réunion du regard et vit que tous les directeurs le dévisageaient. Il avait, semble-t-il, manqué une partie de l'exposé sur les chiffres du trimestre. Tout va bien, j'étais simplement perdu dans mes pensées. Reprenons lundi. La séance est levée. Les cadres quittèrent la salle en chuchotant sur le changement de comportement de leur patron. Nicolas Dubois était réputé pour sa rigueur, sa concentration sans faille et son intransigeance lors des réunions. Sur le coup de midi, Nicolas quitta ses bureaux et roula directement jusqu'à la place. Son pouce accéléra en voyant Stéphane et Léo assis sous leur vieux chêne. Le père lisait un passage d'un vieux livre à son fils. « Nicolas » s'écria Léo en courant vers lui pour lui enlacer les jambes. Ce geste simple et spontané le toucha au plus profond de son être. Cela faisait si longtemps que personne ne lui avait manifesté une telle affection. « Salut, Léo. »« Bonjour, Stéphane. »« Quelle agréable surprise, » dit Stéphane en refermant l'ouvrage. « On ne pensait pas vous revoir. J'étais dans le coin, alors j'ai voulu voir comment vous alliez. » La vérité était qu'il avait annulé 2 rendez-vous cruciaux pour être là. « De quoi parle ce livre ?» demanda-t-il en s'asseyant en tailleur près d'eux. « Des planètes » répondit Léo, les yeux pétillants. « Papa m'expliquait le système solaire. » Nicolas examina le livre. C'était une encyclopédie pour la jeunesse, aux pages cornées mais manifestement chéries. « Où l'avez-vous déniché ?»« Dans une benne de recyclage, derrière la médiathèque municipale, » répondit Stéphane. « Les gens se débarrassent de trésors. Léo et moi, on y fait souvent des trouvailles. »« Je connais toutes les planètes par cœur » lança Léo avec fierté. « Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. » Nicolas sourit. La capacité de cet enfant à rester joyeux et curieux dans de telles conditions était un miracle. « C'est formidable, tu es un garçon très brillant. Papa dit que le savoir, c'est la seule richesse que personne ne pourra jamais nous voler. » Cette phrase resta gravée dans l'esprit de Nicolas toute la journée. Le soir, il fit une chose inédite depuis des années. Il alla dîner dans un centre commercial de la ville, déambulant au milieu des familles qui faisaient leurs achats. Pour la première fois depuis le drame, la solitude lui parut moins pesante. Samedi matin, Nicolas revint sur la place, les bras chargés de sacs de supermarché. Stéphane apprenait à Léo à tracer des lettres dans la poussière avec un bout de bois. « Bonjour » lança Léo en lâchant son bâton pour se précipiter vers lui. « Bonjour à vous deux. Je vous ai apporté quelques petites choses. » Nicolas déballa des sandwichs, des fruits, du lait, des gâteaux et des bouteilles d'eau. « Nicolas, c'est bien trop » protesta Stéphane. « On ne peut pas accepter. »« S'il te plaît,
Accepte. J'ai beaucoup réfléchi cette nuit, et j'ai compris que vous m'aviez offert un cadeau inestimable. Lequel? Votre compagnie. Je vis reclus depuis 3 ans. Je n'ai plus de famille, plus d'amis. Tous ceux qui m'approchent ont une idée derrière la tête. Vous êtes les premiers à vous être intéressés à moi, sans rien demander. Les deux hommes échangèrent un long regard silencieux, conscients qu'une amitié singulière était en train de naître. Tout le week-end, Nicolas le passa sur la place avec ses nouveaux compagnons. Il constata que Stéphane était un puits de science et Léo, un enfant d'une intelligence remarquable, capable de lire des mots simples et avide d'histoire. Le lundi, la concentration au bureau fut une épreuve. Son esprit retournait sans cesse sur la place, empli d'inquiétude pour Stéphane et Léo. Comment se débrouillait-il? Où s'abriterait-il en cas d'averse? Monsieur Dubois. Monique Dupont pénétra dans son bureau, l'air soucieux. Vous êtes absolument sûr que tout va bien? Vous avez tellement changé ces derniers temps. Changé comment? Plus humain, si vous m'autorisez cette remarque. Je ne vous avais pas vu sourire depuis des années. Nicolas éclata de rire. Monique Dupont avait toujours eu son franc-parler, elle était l'une des rares personnes dans l'entreprise à oser lui parler ainsi. Quelque chose de merveilleux m'est arrivé, Monique. J'ai rencontré des personnes formidables. Sa secrétaire sourit. J'en suis ravi, monsieur. Vous méritez le bonheur. L'après-midi même, Nicolas prit sa décision. Il ne pouvait plus supporter de voir Stéphane et Léo à la rue. Il quitta le bureau plus tôt et rejoignit la place. Stéphane, il faut que je te parle sérieusement. Qu'y a-t-il? Je veux vous aider. Je veux vous sortir de là. Le visage de Stéphane se ferma instantanément. Nicolas, on a déjà eu cette conversation. Pas de charité. Ce n'est pas de la charité, c'est de l'amitié. C'est ce que font les amis. Tu ignores tout de notre histoire. Tu ne peux pas comprendre. Alors explique-moi. Stéphane jeta un coup d'œil à Léo, qui s'amusait avec des marrons à quelques pas, c'est une histoire sordide. Je suis prêt à l'entendre. Stéphane soupira et commença son récit à voix basse, pour que Léo ne l'entende pas. Il y a 2 ans, j'étais professeur d'histoire à l'université de Lyon. J'avais une bonne situation. J'étais sur le point de me marier avec une collègue. Tout a volé en éclats à cause d'une fausse accusation d'une de mes étudiantes. Nicolas écoutait, attentif. Elle a prétendu que je lui avais fait des avances, que je faisais pression sur elle pour ses examens. C'était faux de A à Z. Mais à notre époque, avec ce genre d'affaires, personne ne prend de risques. L'université m'a suspendu sur le champ. Et la mère de Léo? Elle m'a quitté dès qu'elle a su. Elle ne voulait pas être associée à un monstre. Elle est partie avec ses valises, sans un regard en arrière. Léo avait à peine 3 ans. Une vague de colère submergea Nicolas. L'enquête a traîné pendant 6 mois. Ils n'ont rien trouvé, évidemment. Mais le mal était fait. Ma réputation était ruinée. J'ai perdu mon poste, ma fiancée, mes amis. J'ai dû vendre tous mes biens pour payer les frais de justice et m'occuper de Léo. Mais tu as été blanchi. Nicolas, ce n'est pas si simple. Une fois que la boue est jetée, il en reste toujours quelque chose. Personne ne voulait plus de moi. J'ai postulé partout, autres universités, lycées privés. À chaque fois, une simple recherche sur Internet suffisait à faire ressurgir cette histoire. Nicolas commençait à mesurer l'ampleur du désastre. Et Léo ignore tout. Évidemment. Il était trop jeune. Je lui ai dit qu'on changeait de vie pour mon travail. Quand il me demande pourquoi on n'a pas de maison, je lui réponds qu'on fait des économies pour en acheter une magnifique. Stéphane, c'est une injustice effroyable. Je suis navré. Le plus révoltant, c'est que j'ai appris plus tard, par une de ses amies, que cette fille avait tout inventé par dépit, parce que je refusais de gonfler ses notes. Mais c'était trop tard. Nicolas resta un moment silencieux, abasourdi par la capacité de destruction d'un seul mensonge. Voilà pourquoi je n'accepte l'aide de personne, conclut Stéphane. J'ai bu le calice jusqu'à la lie. Je veux juste préserver ma dignité et élever mon fils du mieux que je peux. Mais ce n'est pas une vie. Léo doit aller à l'école, avoir des amis. Je sais. J'essaie de mettre de l'argent de côté pour louer une chambre. Je fais des petits boulots de manutention, de jardinage. Mais c'est compliqué,
je ne peux pas laisser Léo seul. Nicolas passa la nuit à tourner et retourner la situation dans sa tête. Le lendemain, il prit rendez-vous avec son avocat, maître Éric Petit. Nicolas, si l'affaire a été classée faute de preuves, il est juridiquement innocent, lui expliqua l'avocat. Le vrai problème, c'est le préjudice d'image. C'est bien plus difficile à réparer. Il doit bien y avoir une solution. Si on arrivait à prouver que l'accusation était un mensonge délibéré, on pourrait attaquer cette personne pour dénonciation calomnieuse. Un jugement en notre faveur laverait son honneur. Mais pour ça, il faudrait des preuves, acheva Nicolas. Des témoignages, des écrits, des enregistrements. Nicolas quitta le cabinet d'avocat avec un plan. S'il ne pouvait effacer le passé de Stéphane, il pouvait lui offrir un avenir. Cet après-midi-là, il retourna sur la place avec une nouvelle proposition. Stéphane, si je te proposais un emploi. Quel genre d'emploi? Je cherche quelqu'un pour classer les archives de mon entreprise. C'est une affaire de famille qui a 50 ans. Il y a des caisses entières de documents, de photos, d'articles de presse qui dorment dans un entrepôt. J'aimerais créer un fonds historique, peut-être même publier un livre. Une lueur d'intérêt brilla dans les yeux de Stéphane. C'est tout à fait dans mes cordes. Précisément. C'est un poste qui demande des compétences d'historien, un esprit de recherche et de l'organisation. Je t'offre un bon salaire, une couverture sociale. Nicolas, je ne peux pas, attends avant de refuser. J'ai un gîte sur ma propriété, inoccupé depuis des années. Vous pourriez vous y installer. Il y a une excellente école juste à côté pour Léo. Tu aurais un travail respectable, et moi. J'aurais enfin de la compagnie. Stéphane resta silencieux un long moment, en proie à un conflit intérieur. Pourquoi fais-tu ça? Parce que vous m'avez sauvé. J'étais un homme mort depuis 3 ans. Léo m'a rappelé que la bonté existait encore, et toi, tu m'as montré la valeur de l'amitié. Papa. Léo accourut, tirant sur le jean de son père. On peut aller jouer dans la petite maison de tonton Nicolas? Stéphane posa un regard ému sur son fils, puis sur Nicolas. Si c'est pour nous le reprocher un jour, je préfère encore la rue. Stéphane, regarde-moi. Nicolas posa les mains sur les épaules de son ami. J'ai perdu ma famille. Vous êtes tout ce qu'il me reste. Jamais je ne vous ferai de mal. Des larmes perlèrent aux yeux de Stéphane. D'accord. On essaie. Léo laissa échapper un cri de triomphe et se jeta contre les jambes des deux hommes. Le lendemain, Nicolas leur fit visiter le gîte. C'était une petite maison charmante et bien équipée, avec 2 chambres, un séjour, une cuisine et une salle de bain. C'est génial! S'exclama Léo, explorant chaque recoin. Papa, je peux choisir ma chambre? Bien sûr, mon cœur. Tandis que Léo prenait possession des lieux, Nicolas conduisit Stéphane à l'entrepôt. Seigneur, murmura Stéphane devant les piles de carton. Il y en a pour des mois. Prends ton temps. Je veux que le travail soit impeccable. Une nouvelle vie commença. Chaque matin, Nicolas les emmenait, Léo à l'école, Stéphane au travail. Le soir, il récupérait Léo, et ils dînaient tous les 3. Ce fut une métamorphose. Léo s'épanouit, devint un élève brillant et se fit plein d'amis. Stéphane se consacra à sa tâche avec une ardeur qu'il croyait perdue à jamais. Et Nicolas redécouvrait les joies simples, aider Léo pour ses leçons, écouter les anecdotes de Stéphane sur l'histoire de l'entreprise, partager un repas. Des petits riens qui pansaient ses blessures. Mais le tableau n'était pas idyllique. Au sein de l'entreprise, le changement de comportement de Nicolas suscitait des interrogations, surtout de la part de Pascal Fournier, le directeur commercial, qui lorgnait depuis longtemps sur ses parts. Nicolas est étrange, confiait-il à d'autres cadres. Il est moins présent, plus laxiste, ailleurs. Ça lui fait peut-être du bien, non, risqua Sandrine Moreau, la directrice financière. Il se consumait au travail. Où ça consume l'entreprise, rétorqua Pascal. Vous savez qu'il héberge une famille de sans-abri? Quelle image on donne? L'écho de ces propos parvint à Monique Dupont, qui s'empressa d'en avertir Nicolas. Monsieur, des rumeurs circulent à votre sujet, à propos de Stéphane et Léo. Que dit-on? Des médisances. Que vous perdez le sens des affaires, que ça va nous porter préjudice. C'est de la pure jalousie. Nicolas fut inquiet, non pour lui,
mais pour ses amis. Un scandale pourrait anéantir la réputation déjà fragile de Stéphane. Ses craintes se confirmèrent quand, un vendredi, Pascal sollicita un entretien. « Nicolas, il faut qu'on parle d'un sujet sensible. » « Je t'écoute. » Ton projet de mécénat avec cet ancien professeur et son fils. Nicolas sentit la moutarde lui monter au nez. « Et alors ? » « J'ai fait quelques recherches sur ce Stéphane Lambert. » Nicolas se leva d'un bond. « Tu as fait quoi ? » Doucement, Nicolas. « C'est pour ton bien. » J'ai trouvé des choses troublantes. Pascal déposa un dossier sur le bureau. Cet homme a été viré de l'université pour harcèlement. Une affaire a été ouverte. Tu es certain qu'il est fréquentable, surtout avec un enfant à proximité ? Stéphane a été innocenté. L'affaire est classée. Peut-être. Mais la suspicion, elle, reste. Et tu l'as introduit au cœur de notre entreprise. Si la presse s'en empare, je te laisse imaginer les conséquences. Nicolas saisit le dossier et le balança dans la corbeille. Pascal, écoute-moi bien. Stéphane est mon ami. Léo est comme mon fils. Si quiconque, ici, tente de leur nuire, il me trouvera sur son chemin. Nicolas, un peu de raison. Tu laisses tes émotions prendre le dessus. Ça va mal finir. La discussion est close. Dehors. Pascal sortit, un rictus aux lèvres. Le soir même, Nicolas raconta l'incident à Stéphane. Je le savais, soupira ce dernier, abattu. C'est toujours pareil. Il vaut mieux qu'on parte, Léo et moi, avant de te causer plus de tort. Pas question. On ne va pas laisser des gens comme lui avoir le dernier mot. Tu n'as rien à te reprocher. Nicolas, tu ne saisis pas. J'aurais beau clamer mon innocence, le doute subsistera toujours. Alors, il est temps de lever ce doute définitivement. Le lendemain, Nicolas retourna voir maître Éric Petit. Maître, je veux que vous repreniez l'affaire de Stéphane Lambert. Je veux des preuves irréfutables de son innocence. Nicolas, ça risque de coûter cher et de prendre du temps. L'argent n'est pas un problème. Et je veux que ça aille vite. L'avocat se mit au travail. Pendant ce temps, l'atmosphère à l'entreprise se dégradait. Pascal distillait son venin, montant les employés contre leur patron. La crise éclata un mercredi, lorsque Nicolas fut convoqué à une réunion d'urgence du conseil d'administration. Nicolas, commença le président, Jean Leclerc, un homme de 70 ans, ancien partenaire de son père. Tes récentes décisions nous inquiètent. Lesquelles ? Tu as recruté un homme au passé pour le moins trouble. C'est un risque pour notre société. Nicolas observa les visages autour de la table. Certains semblaient sincèrement préoccupés, d'autres étaient manifestement sous l'influence de Pascal, qui, bien que non membre du conseil, avait su manœuvrer en coulisses. Stéphane Lambert est un collaborateur exemplaire qui accomplit une mission de grande valeur. Nicolas, reprit Jean Leclerc, nous respectons ton jugement, mais l'image de l'entreprise est en jeu. Si cette histoire s'ébruite. Il n'y a pas d'histoire. Il y a juste un homme innocent qui tente de se reconstruire, et un enfant qui mérite sa chance. Mais il n'a pas été formellement acquitté, insista un autre membre. L'affaire a été classée. Ce qui, en droit, signifie qu'il est innocent jusqu'à preuve du contraire. La réunion dura 2 heures. Nicolas dut se battre contre les préjugés et les craintes. Il obtint gain de cause pour Stéphane, mais sentit qu'une partie du conseil lui avait retiré sa confiance. En rentrant ce soir-là, il trouva Stéphane et Léo penchés sur un cahier de mathématiques. « Alors, cette journée, tonton Nicolas ?» demanda Léo en lui sautant au cou. « Un peu rude, mon grand. » Stéphane vit tout de suite que quelque chose clochait. Que s'est-il passé ? Une fois Léo couché, Nicolas lui fit le compte-rendu de la réunion. « C'est la fin. Je m'en vais demain, décréta Stéphane. Tu ne bouges pas d'ici. Nicolas, je ne peux pas te laisser tout s'aborder pour moi. Mais tu ne comprends pas ? J'avais déjà tout perdu avant vous. C'est vous qui m'avez ramené à la vie. C'est mon tour de me battre pour vous. Le lendemain matin, maître Petit l'appela. Nicolas, du nouveau dans le dossier de Stéphane. Dites-moi. J'ai retrouvé l'accusatrice, Manon Leroy. Elle est diplômée et travaille dans un cabinet de conseil dans la région.
J'ai aussi contacté d'anciennes camarades de promotion. L'une d'elles, Léa Rousseau, accepte de parler. Elle m'a confirmé que Manon s'était vantée d'avoir tout inventé pour se venger du professeur qui refusait de lui donner une meilleure note. Une lueur d'espoir traversa Nicolas. Elle témoignera sous serment? Mieux que ça. Elle a conservé des échanges de messages de l'époque où Manon avoue son mensonge. C'est parfait. Quelle est la prochaine étape? Je dépose une plainte pour dénonciation calomnieuse contre Manon. Avec ces éléments, la victoire est quasiment assurée. Le jugement lavera définitivement l'honneur de Stéphane. Cher auditeur, si l'histoire vous plaît, n'oubliez pas le j'aime et l'abonnement. C'est un soutien précieux. Continuons. Alors que la machine judiciaire se mettait en marche, la tension montait à l'entreprise. Pascal avait rallié à sa cause de plus en plus de cadres, persuadé que Nicolas avait perdu le sens des réalités. Tout bascula un jeudi matin. En arrivant, Nicolas trouva Pascal en grande conversation avec un journaliste de la presse locale. « Que se passe-t-il » demanda Nicolas. « Nicolas » fit Pascal avec un sourire mielleux. « Je te présente Julien David, journaliste. Il prépare un article sur notre engagement sociétal, et je lui parlais de ton initiative. » Nicolas comprit le coup monté. Pascal avait alerté les médias. « Monsieur Dubois » enchaîna le journaliste, « est-il exact que vous employez un individu accusé de harcèlement ?» L'entretien est terminé. Nicolas raccompagna fermement le journaliste à la porte, mais le mal était fait. L'édition du soir titrait « Un magnate local engage un homme accusé d'agression sexuelle ». L'article, partial, insinuait que Nicolas mettait en danger son personnel et soulignait que Stéphane et son jeune fils logeaient chez lui. En rentrant, Nicolas trouva Stéphane au milieu de ses valises. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Nicolas, mon nom est en première page. Je ne peux pas rester. Léo ne peut pas vivre avec cette honte, et tu ne peux pas perdre ton empire pour nous. » « Où est Léo ?»« Dans sa chambre. Il pleure. À l'école, les autres enfants l'ont harcelé à cause de l'article. » Nicolas sentit une fureur froide l'envahir. Comment pouvait-on être aussi cruel envers un enfant? Personne ne part. On va régler ça. Comment? Fais-moi confiance. Stéphane acquiesça, défait. Le lendemain, Nicolas organisa une conférence de presse. Tous les médias de la région étaient là, avides de connaître sa version. Mesdames et messieurs, commença Nicolas, je vous ai réunis pour rétablir la vérité, déformée par l'article d'hier. Nicolas raconta tout, depuis sa rencontre sur la place. Il parla de l'innocence de Stéphane, de l'injustice qu'il avait subie, de l'intelligence et de la pureté de Léo. Stéphane Lambert n'est pas qu'un employé, c'est mon ami. Et Léo n'est pas qu'un enfant, c'est mon fils de cœur. Si venir en aide à des victimes est sujet à controverse, alors j'assume fièrement d'être controversé. La conférence fit grand bruit. La plupart des médias saluèrent son courage. Mais il y eut des retombées. 2 jours plus tard, nouvelle réunion de crise du conseil. Nicolas, dit Jean Leclerc, l'air grave, ton geste est honorable, mais il est aussi une folie. Nos plus gros clients s'inquiètent. Lesquels? La chaîne de supermarchés Le Panier du Nord a rompu son contrat. Ils ne veulent pas être mêlés à ce genre de scandale. Ce contrat représentait 15% de son chiffre d'affaires. De plus, ajouta un autre administrateur, la Banque régionale de la Loire menace de ne pas renouveler nos lignes de crédit pour l'expansion de l'usine. Nicolas était au pied du mur. Soit il cédait, renvoyait Stéphane et sauvait son entreprise, soit il tenait bon et risquait la faillite. Messieurs, dit-il en les regardant un par un. Je comprends vos craintes. Mais je ne sacrifierai pas mes amis sur l'autel de la bien-pensance. Si cela doit nous coûter des contrats, soit. Nicolas, tu es inconscient, l'avertit Jean Leclerc. Ma décision est prise. Les semaines suivantes furent un cauchemar. D'autres clients se désistèrent. Des employés démissionnèrent. Pascal, en embuscade, tentait de rallier les cadres à sa cause pour renverser Nicolas. Il est devenu fou, répétait-il. Il nous entraîne tous dans sa chute par caprice. À la maison, l'ambiance était lourde. Léo était harcelé à l'école et Stéphane se consumait de culpabilité. Nicolas, il faut que ça s'arrête, lui dit-il un soir, alors que Léo s'était endormi en pleurant après qu'un camarade l'eût traité de fils de criminel. Ça va s'arrêter.
L'avocat dit que le procès est pour bientôt. Et si ça échoue? Si on ne prouve rien? Ça va marcher. Ça doit marcher. Mais le doute s'insinuait aussi en Nicolas. Et s'il s'était trompé? S'il était en train de détruire l'œuvre de son père? L'appel de Maître Petit, un lundi matin, le libéra. La voix de l'avocat était euphorique. Nicolas, on a gagné. Le juge a validé toutes nos preuves. Manon a avoué avoir menti. Stéphane est totalement blanchi. Nicolas n'en croyait pas ses oreilles. C'est certain? Absolument. Le jugement est sans équivoque, Stéphane Lambert a été victime d'une dénonciation calomnieuse, et son honneur doit être publiquement restauré. Manon est condamnée à lui verser des dommages et intérêts. Nicolas raccrocha et se précipita vers l'entrepôt où travaillait Stéphane. 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 Qu'y a-t-il? Nicolas le prit dans ses bras. On a gagné. Tu es officiellement innocent. Le juge a reconnu que tu as été victime d'un complot. Stéphane s'effondra à genoux, secoué de sanglots. 3 ans de calvaire, d'humiliation et d'injustice prenaient fin. Léo va pouvoir grandir la tête haute, murmura-t-il. Oui. Et maintenant, on va montrer à tout le monde qui tu es. Nicolas organisa une nouvelle conférence de presse pour annoncer la nouvelle. L'effet fut immédiat. Les mêmes journaux qu'il avait critiqués louaient maintenant son courage et sa loyauté. Le panier du Nord fut le premier à revenir, suivi par les autres. La banque débloqua les fonds. Et surtout, Léo retrouva le sourire. À l'école, les enfants, influencés par leurs parents, cherchaient son amitié. Quant à Pascal, comprenant qu'il avait perdu la partie, il donna sa démission. 6 mois plus tard, Stéphane acheva son travail sur les archives et publia un livre passionnant sur l'histoire de l'entreprise. Le lancement fut un événement mondain. Je veux remercier un homme, dit Stéphane dans son discours, mon ami Nicolas Dubois, qui m'a rappelé que la justice vaut qu'on se batte pour elle, peu importe le prix. L'assistance lui fit une ovation. Mais ma plus grande gratitude va à mon fils, Léo, qui m'a appris qu'un simple geste de gentillesse peut changer le cours d'une vie. Nicolas regarda Léo, au premier rang, impeccable dans un costume offert par Nicolas, qui applaudissait son père avec des yeux brillants de fierté. Le soir, ils fêtèrent leur victoire à la maison. Tonton Nicolas, demanda Léo, je peux te poser une question? Dis-moi, champion. Le jour où tu pleurais sur la place, pourquoi étais-tu si triste? Nicolas croisa le regard de Stéphane, qui l'encouragea d'un signe de tête. J'étais triste parce que j'étais terriblement seul. J'avais perdu ma famille dans un accident et je ne savais plus comment vivre. Et maintenant, tu n'es plus triste? Non, Léo. Maintenant, je vous ai. J'ai une nouvelle famille. On t'aime aussi, tonton Nicolas. Les yeux de Nicolas s'emplirent de larmes, mais pour la première fois depuis longtemps, c'étaient des larmes de bonheur. 2 ans passèrent. L'entreprise était plus florissante que jamais. Léo était premier de sa classe, et Stéphane donnait des conférences sur la résilience dans les universités. Nicolas ne connut plus jamais la solitude. Chaque soir, il rentrait, accueilli par l'étreinte de Léo et les récits passionnants de Stéphane. Le gîte et la maison principale étaient désormais reliés par une galerie couverte, symbole de leur union. Un dimanche, ils retournèrent sur la place, leur pèlerinage mensuel. « Papa, dit Léo, qui avait maintenant 8 ans, tu as des regrets. » Stéphane médita un instant. « Je regrette d'avoir laissé mon orgueil m'empêcher d'accepter l'aide de tonton Nicolas plus tôt. On passe parfois à côté de ses chances par fierté. Et toi, tonton Nicolas? Je regrette de ne pas m'être assis sur ce banc plus tôt. J'aurais moins souffert. » Léo réfléchit. « Moi, je pense que c'était le bon moment. Si on s'était rencontrés avant, tu n'aurais peut-être pas eu besoin de réconfort, et je n'aurais pas été là pour t'en donner. » La maturité de l'enfant laissa les 2 adultes sans voix. « Tu sais, Léo, dit Nicolas, tu as raison. Tout s'est déroulé à la perfection. » Tandis que le soleil déclinait, Nicolas songeait à cette renaissance. Il avait perdu une famille de sang, mais en avait gagné une de cœur. Il avait appris que la richesse ne fait pas le bonheur, mais que la bonté peut y contribuer. Stéphane, lui, pensait à son épreuve. L'injustice l'avait presque brisé, mais elle l'avait conduit vers Nicolas. Parfois, la fin n'est qu'un commencement. Et Léo, du haut de ses 8 ans,
savait déjà que seul l'amour a le pouvoir de tout transformer. En rentrant ce soir-là, Nicolas accomplit son rituel. Il alla border Léo. Tonton Nicolas, un secret? Je t'écoute. Le jour où j'ai touché ton visage sur la place, je n'ai pas seulement essayé de te consoler. J'ai prié très fort pour que tu fasses partie de ma famille. Le cœur de Nicolas se serra. Et ta prière a été entendue, champion. Oui. On est 3 pour la vie. Pour la vie, répéta Nicolas en l'embrassant sur le front. 5 ans s'étaient écoulés. Nicolas avait 50 ans, Stéphane 45, et Léo 10. L'entreprise était un modèle de réussite, autant pour ses bénéfices que pour sa fondation. Inspiré par son histoire, Nicolas avait créé un institut d'aide aux familles en difficulté, axé sur la dignité et l'autonomie. Stéphane en était devenu le directeur, y appliquant ses compétences d'universitaire et son expérience de vie. Il avait repris l'enseignement, comme conférencier invité, sur les thèmes de la résilience. Léo était un garçon brillant, mais surtout empathique et généreux. Il accompagnait souvent son père et Nicolas à l'institut, où il jouait avec les autres enfants et trouvait toujours les mots pour les réconforter. Un samedi matin, Nicolas fut réveillé par Léo qui sautait sur son lit. « Tonton Nicolas, debout. Qu'y a-t-il, champion? Il est tôt. C'est la fête des pères. J'ai un cadeau pour toi et papa. » Nicolas le suivit, intrigué, jusqu'au salon où Stéphane attendait en souriant. « Fermez les yeux, ordonna Léo. » Ils s'exécutèrent. « Ouvrez. » Sur le mur était accroché un dessin de bonshommes allumettes se tenant la main, avec les légendes « Papa Stéphane »,« Léo » et « Papa Nicolas ». « Vous êtes mes 2 papas », déclara Léo. « Papa Stéphane m'a donné la vie, et Papa Nicolas a donné vie à notre famille. » Nicolas s'agenouilla pour serrer Léo dans ses bras, retenant ses larmes. « C'est le plus beau cadeau de ma vie. »« De la mienne aussi », ajouta Stéphane en se joignant à l'étreinte. À cet instant, Nicolas comprit. Pendant des années, il s'était demandé pourquoi le malheur frappait les justes. Il comprenait maintenant que la vie nous prend parfois pour mieux nous donner. Il avait perdu une fille, mais gagné un fils. Il avait perdu une femme, mais gagné un frère. Il avait redécouvert que l'amour se moque des conventions. L'après-midi, sur une idée de Léo, ils organisèrent un pique-nique sur la place, là où notre famille est née. Ils s'installèrent sous le même vieux chêne. L'arbre était devenu un symbole d'espoir. Les passants les saluaient. Leur histoire était devenue une légende locale, une source d'inspiration. « Regardez », dit Léo en montrant un homme seul sur un banc. Il a l'air triste. Ils virent un homme d'âge mûr, abattu. « On devrait aller lui parler », suggéra Léo. « Tu crois ?» dit Nicolas. « Il veut peut-être être tranquille. »« Tonton Nicolas, toi aussi tu voulais être tranquille ce jour-là. Mais parfois, on a besoin qu'on vienne vers nous, même si on ne le sait pas. » La sagesse de Léo les émerveillait toujours. Ils s'approchèrent. « Excusez-moi, monsieur, » dit Léo. « Est-ce que ça va ?» L'homme releva la tête, ses yeux étaient rougis. « Oui, merci. C'est juste une mauvaise passe. »« Je peux m'asseoir ?» demanda Léo. « Des fois, ça fait du bien de parler. » L'homme, après un regard vers Nicolas et Stéphane, accepta. « Bien sûr, mon garçon. » Léo s'assit et engagea la conversation avec un naturel désarmant. L'homme s'appelait Marc Simon. Il venait de perdre son travail. « Vous savez, » lui dit Léo, « mon papa Stéphane aussi a connu ça. Mais il dit que l'important, ce n'est pas de tomber, c'est de se relever. » Marc Simon esquissa un sourire. « Il est bien sage, votre fils, » dit-il à Stéphane. « C'est lui qui m'apprend la vie, » répondit Stéphane. Ils discutèrent 1 heure. Nicolas proposa discrètement son aide à Marc Simon pour trouver un autre emploi. En partant, Marc Simon semblait transformé. « Merci, » dit-il à Léo. « Tu m'as rappelé que la bonté existe. »« Toujours, » répondit Léo. « Parfois, elle se cache, c'est tout. » Sur le chemin du retour, Nicolas songeait que la bonté est un cercle vertueux. Le soir, au dîner, Léo posa une question inattendue. « Papa Stéphane, tu vas te remarier ?» Stéphane manqua de s'étrangler. « Pourquoi tu me demandes ça ?»« Parce qu'à l'école, on a appris que les familles sont toutes différentes. La nôtre est parfaite. Mais si tu trouvais une gentille maman,
ça ne me dérangerait pas, Nicolas éclata de rire. Et si c'était tonton Nicolas qui trouvait quelqu'un? Léo y réfléchit sérieusement. Ça ne me dérangerait pas non plus. Du moment qu'elle est gentille et qu'elle ne change rien à notre famille. Je suis trop heureux comme ça. Nous aussi, nous sommes heureux, dit Stéphane. Et on le restera, conclut Nicolas. 2 ans plus tard, un matin de printemps, Monique Dupont entra dans le bureau de Nicolas, l'air embarrassé. Monsieur, une dame souhaite vous voir. Pour Léo. Un frisson parcourut Nicolas. Qui est-ce? Elle s'appelle Amélie Richard. Elle dit que c'est la mère de Léo. Le sol se déroba sous les pieds de Nicolas. Après 7 ans, la mère biologique de Léo était de retour. Faites-la entrer. C'était une femme d'environ 35 ans, élégante, sûre d'elle. Monsieur Dubois. Je suis Amélie Richard, la mère de Léo. Je sais. Que nous vaut votre visite? Je veux mon fils. Le coup fut d'une violence inouïe. Pardon? J'ai appris que Stéphane était innocenté et que vous vivez bien. Je veux récupérer la garde de mon enfant. Amélie, vous l'avez abandonné à 3 ans. 7 ans se sont écoulés. J'étais dans une situation difficile. Aujourd'hui, ma vie est stable. J'ai un mari, une maison. Je peux offrir à Léo ce qu'il mérite. Léo a tout ce qu'il mérite, de l'amour, une famille. Une famille de 2 hommes célibataires. Ce n'est pas un cadre idéal. La colère monta en Nicolas. Ces 2 hommes célibataires se sont occupés de lui quand vous l'avez laissé tomber. Où étiez-vous quand il a appris à marcher, à lire, quand il était malade? Amélie parut vaciller, mais se reprit. Je vous suis reconnaissante, mais il a besoin de sa vraie mère. Sa vraie mère est celle qu'il aime. Monsieur Dubois, je préférerais un accord à l'amiable. Mais s'il le faut, j'irai devant un tribunal. Nicolas savait qu'elle avait des chances de gagner. La loi protège souvent la mère biologique. Amélie, réfléchissez. Léo ne vous connaît pas, je suis sa mère. Il se souviendra. Et s'il refuse? C'est un enfant. Il n'a pas le choix. Cette phrase en disait long. Elle considérait Léo comme un objet. Je dois en parler à Stéphane et à Léo. Vous avez une semaine. Après, je saisis la justice. Amélie partit, laissant Nicolas anéanti. Le soir, il trouva Stéphane et Léo faisant les devoirs. Papa Nicolas. Léo lui sauta au cou. Nicolas le serra fort, comme pour le retenir. Une fois Léo couché, il raconta tout à Stéphane. Je savais qu'elle reviendrait un jour, dit Stéphane, d'un calme surprenant. Que allons-nous faire? Nous battre. Léo est notre fils. Et si la loi nous est défavorable? Alors, on fera en sorte que Léo sache que, où qu'il soit, cette maison sera toujours la sienne. Le lendemain, Nicolas consulta les meilleurs avocats. Leur avis fut unanime. Nicolas, lui dit maître Isabelle Bernard, Amélie est la mère. Malgré l'abandon, la loi lui donne la priorité. Mais il est heureux avec nous depuis 7 ans. Je le sais, et je plaiderai cette cause. Mais soyons réalistes, nous obtiendrons au mieux une garde partagée. Nicolas était dévasté. Comment annoncer ça à Léo? Ils décidèrent de lui dire la vérité. Léo, on doit te parler, commença Stéphane. C'est à propos de ta maman. Ta maman biologique. Léo était perdu. Quelle maman? Tu te souviens de la dame qui vivait avec nous quand tu étais tout petit? Léo fouilla dans sa mémoire. Un peu. Elle avait de longs cheveux et sentait fort le parfum. C'est elle. Elle est revenue. Et elle veut que tu ailles vivre avec elle. La peur envahit le visage de Léo. Non. Je veux rester avec vous. Nicolas s'agenouilla. Léo, on va se battre. Mais il est possible que le juge décide que tu dois aller avec elle. Mais je ne veux pas. C'est vous, ma famille. Léo fondit en larmes. Nicolas sentit son cœur se fendre. Quoi qu'il arrive, tu es notre fils. Toujours. Tu le promets? Je le promets. La semaine suivante, Amélie engagea la procédure. L'audience eut lieu un mois plus tard. Un mois de tension, de cauchemar pour Léo. L'audience fut une épreuve. Amélie,
flanquée de son nouveau mari et d'un avocat arrogant, joua la mère repentante. Leur avocate, Isabelle Bernard, plaida la stabilité, l'amour, le bien-être de l'enfant. Le juge voulut voir Léo seul. L'enfant sortit en larmes, se réfugiant dans les bras de Nicolas. Je lui ai dit que c'est vous ma famille. Et lui? Il a dit qu'il allait réfléchir. Mais il avait un drôle de regard. Le verdict tomba 3 semaines plus tard. Nicolas était au bureau quand l'avocate appela. Nicolas, j'ai la décision. Un silence. Je suis navré. Le juge accorde la garde à Amélie. Il vous octroie un droit de visite élargi, tous les week-ends et la moitié des vacances. Nicolas raccrocha et s'effondra, pleurant pour la première fois depuis la mort de sa femme et de sa fille. À la maison, Stéphane expliquait déjà la situation à Léo. Quand est-ce que je dois partir? Demanda l'enfant, la voix blanche. La semaine prochaine. J'ai le droit de prendre mes jouets? Tout est jouet, mon fils. Ce soir-là, Nicolas alla border Léo. Papa Nicolas, tu me promets de venir me chercher le week-end? Je te le promets, champion. Et tu ne vas pas m'oublier la semaine? Léo, comment pourrais-je t'oublier? Tu es mon fils. Même si je ne suis pas ton vrai fils? La famille, ce n'est pas le sang, Léo. C'est l'amour. Et je t'aime plus que tout au monde. Fin de l'histoire. Alors, cher auditeur, que vous inspire ce récit? L'amour peut-il vraiment triompher de tout? Partagez vos réflexions sur le parcours de Nicolas, Stéphane et Léo. La décision du juge vous semble-t-elle juste? Que feriez-vous à leur place? Votre avis compte. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas le j'aime et l'abonnement, pour ne rien manquer de nos prochaines histoires qui explorent les profondeurs du cœur humain.